Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que je vais parler de moi, je vais vous parler de mon parcours, puisque je me suis rendu compte que certes, je parle beaucoup de burn-out, parfois d'anxiété, un petit peu de dépression. Voilà, j'ai créé Neuronaturel, mais que vous savez peut-être pas tout le parcours, tout le cheminement qui m'a mené jusqu'à Neuronaturel. Et pourquoi aussi aujourd'hui j'accompagne spécifiquement sur le burn-out, la dépression ou l'anxiété. Donc voilà, donc c'est pour les curieux, si vous voulez en savoir plus, c'est dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, mon parcours en termes de santé a commencé il y a très longtemps, puisque déjà quand j'étais très jeune, je me posais plein de questions sur évidemment mon environnement, ce qui m'entourait. Et puis j'avais cette intuition toute petite que le corps avait des capacités un petit peu, pas extraordinaires, mais quand même une sorte de super pouvoir qui était capable de s'auto-guérir, que de toute façon dans la nature, il y avait déjà tout qui était prévu. Et donc, je me posais beaucoup de questions sur nous, notre fonctionnement, mais aussi le fonctionnement de la nature, des arbres, des plantes, des animaux, de nos interactions avec cette nature, etc. J'ai grandi hein, en montagne, donc j'ai été vraiment immergée dans la nature pour le coup. Et puis, bon, un jour, j'ai ouvert le bouquin de biologie de ma sœur qui était en licence de biologie et je suis tombée sur le chapitre de la cellule et j'ai appris finalement comment fonctionnait une cellule du corps humain. Et là, j'ai dit, je veux être biologiste parce que c'est trop cool, ça explique comment la cellule fonctionne, comment nous fonctionnons, etc. Donc, il n'y avait pas de doute à avoir pour moi à partir de ce moment-là. Et donc, je suis allée en biologie, j'ai étudié la biologie. Et très rapidement, la biologie m'a ennuyée parce que, ok, ça nous explique comment le corps fonctionne, mais finalement, c'est que la base de la biologie, la chimie, les interactions entre les molécules, quelles molécules la cellule a besoin pour fonctionner, etc. Alors, ça a été passionnant dans le sens où j'ai appris, par exemple, qu'en fait, notre corps a plein de mécanismes d'auto-guérison, notamment des mécanismes de réparation de l'ADN, qu'il y a des cellules spéciales pour détecter, par exemple, des cellules cancéreuses et les détruire avant que ça devienne un cancer. Enfin, on apprend toutes ces choses-là. Alors évidemment, ça a soulevé plein de questions. Mais pourquoi il y a des gens qui ont quand même des cancers? Pourquoi il y a quand même des maladies finalement? Ok, il peut y avoir des erreurs génétiques, comme la trisomie 21, ce genre de choses, mais au-delà de ça, il y a plein de maladies en fait pour lesquelles le corps est équipé pour les éviter et ne pas être malade. Donc pourquoi certaines personnes tombent quand même malades, etc. Et puis je me disais qu'il y a de toute façon une part qui n'est pas étudiée en biologie, c'est la psychologie, parce que je m'intéressais depuis 14-15 ans, l'âge de 14-15 ans, à la psychologie. Je trouvais que ça manquait en fait. Ok, le physique, le concret, la matière, mais il y a tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, de nos pensées, de nos croyances. Tout ça, c'était pas étudié en biologie. Et donc, c'est tout naturellement, dès la première année de biologie, j'ai terminé ma première année, c'était en classe préparatoire aux grandes écoles à l'époque, j'ai dit, je veux faire des neurosciences. En fait, je veux étudier le cerveau, je veux aller voir ce qui se passe par là. Et donc, j'ai attendu 2 années en plus pour avoir ma licence en biologie, pour enfin intégrer un master de neurobiologie. Où là aussi, c'était hyper passionnant pour moi, puisque le cerveau, c'est un organe un petit peu particulier qui est capable de se changer, de se modifier. On voit des cas un petit peu incroyables aussi, hein. Je raconte souvent cette histoire de ce cas où, en fait, au scanner, une personne qui a eu un accident, il me semble que c'était aux États-Unis, un accident assez grave où il y a eu un choc à la tête et on lui fait passer un scanner et les médecins ne voient pas de cerveau. Pourtant, la personne parle, a un métier, a une éducation normale, enfin, où est le cerveau, quoi? Et là, on se rend compte de la puissance de notre corps humain. C'est qu'en fait, il y avait un cerveau. Mais il était tellement fin et tellement petit que sur le coup, on ne l'a pas vu. Puisque nous avons d'énormes ventricules, enfin d'énormes. Là, pour le coup, chez la personne en question, c'était énorme. Mais nous avons des ventricules où il y a comme des poches de liquide dans notre cerveau. Et il arrive parfois, pour X raisons, que si cette poche est trouée, tout le liquide va remplir la boîte crânienne et le cerveau. Donc ça, souvent, c'est au moment du développement au niveau du fœtus, hein, dans le ventre de la mère.
le cerveau n'a pas de place pour se développer comme il y a tout le liquide qui prend toute la boîte crânienne. Et donc le cerveau va se développer tout autour du liquide et autour de la boîte crânienne. Et puis au milieu, il y a un petit sillon tout fin. Donc cette personne avec beaucoup moins de neurones, mais faisait la même chose que les autres êtres humains sur cette terre. Enfin, elle avait un niveau d'éducation tout à fait normal, correct. Enfin voilà. Donc ça montre aussi que ben, dans certaines conditions, le cerveau peut très bien se développer en ayant beaucoup moins de ressources aussi. Donc il y a des cas comme ça qu'on voit, on se dit, mais le corps humain a une puissance incroyable et des ressources incroyables. Alors pourquoi certaines personnes n'ont pas accès à ces ressources? Pourquoi certaines personnes tombent malades, etc. Parce que j'étudiais le cerveau pas que pour soigner le cerveau, moi c'était pour comprendre les interactions cerveau-corps. Est-ce que le pouvoir de la pensée agit vraiment sur notre corps, etc. Il y avait tout ça qui m'intéressait. Et puis bon, alors à la base, hein, moi j'étais destinée au monde de la recherche, mais très vite j'ai un petit peu déchanté du monde de la recherche. Je m'y retrouvais pas du tout sur la manière dont on faisait des recherches. Je savais que j'avais, si possible, envie de rester en France, hein. J'avais un petit peu étudié au Canada, je suis passée par le Danemark aussi, dans des laboratoires de recherche sur le pouvoir de la musique sur le cerveau, ce genre de choses. Et je voyais bien qu'à l'étranger, les fonds, les moyens, la manière dont on faisait la recherche était meilleure. Souvent, les conditions de recherche sont meilleures. Mais pour différentes raisons, j'avais pas envie, encore une fois, d'être à l'étranger, j'avais envie d'être dans mon pays. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai dit non à la recherche. Enfin, je cherchais toujours quelque chose en recherche, mais bien spécifique. Parce que dans mon parcours, j'ai découvert le neurofeedback. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le neurofeedback. C'est en fait une technique qui est basée sur les neurotechnologies pour rééduquer le cerveau. Donc là, on n'utilise plus de médicaments. Et c'est ça notamment ce qui m'a intéressée. Le neurofeedback, alors moi, celui que j'ai pratiqué, parce que j'ai trouvé un premier poste en neurofeedback, mais c'était pas en recherche, c'était en tant que praticienne. Et c'est là où bah, j'ai commencé à être thérapeute, hein, un peu malgré moi, c'est qu'on m'a poussé dedans, on m'a jeté dedans, en quelque sorte. Alors j'ai dit oui, j'aurais pu dire non, mais j'ai dit allez, on y va, alors que je me destinais pas du tout à ça au début. Le neurofeedback que j'ai pratiqué, c'est on mettait plein d'électrodes sur la tête des gens, on regardait dans les ondes de leur cerveau, hein, on regardait, là j'étais aussi formée à l'IRM, où c'est comme un scanner, mais là c'était vraiment les ondes. Et puis en fait, on peut voir plein de choses. Alors, on lit pas dans les pensées, mais par contre, on peut voir même certaines émotions bloquées. On peut voir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est très intéressant. La qualité du sommeil, on peut déjà avoir des idées. L'anxiété, est-ce que le cerveau a certains types de performances ou pas du tout, là où il est ralenti. Enfin, hyper passionnant. Et puis, en fait, le neurofeedback, on va utiliser des méthodes pour donner un feedback, un retour sur comment son cerveau fonctionne, et le cerveau va pouvoir utiliser ce retour pour s'auto-corriger. Donc, c'est à travers des films, des sons, de la musique, on peut utiliser différents types de feedback. C'est très intéressant. À côté de ça, je faisais aussi de la neurostimulation magnétique transcrânienne et de la neurostimulation électrique transcrânienne. Donc, c'est-à-dire qu'on mettait soit des ondes magnétiques, soit des ondes électriques qui traversaient le crâne sur certaines zones spécifiques quand on voulait cibler certaines zones. Alors, à très faible intensité, hein, il y a des personnes, elles sentaient même, fallait vraiment être hypersensible pour sentir l'électricité, sinon on sentait rien du tout, c'était très très faible. Il y a beaucoup de personnes qui ne sentaient pas au moment où on faisait ces stimulations-là. Et donc voilà, on rééduquait et à ce moment-là, j'étais au sein d'une équipe dans un centre médical au Luxembourg, donc j'étais quand même à l'étranger. Et au Luxembourg, ben, avec des médecins, des psychologues, neuropsychologues. Enfin, c'était très passionnant aussi de ce côté-là parce qu'il y avait une équipe pluridisciplinaire. Moi, j'avais affaire à tout type de cas qui touchaient au cerveau, que ce soit des cas neurologiques avec j'avais des cas d'AVC, épilepsie, Alzheimer, ce genre de choses, ou plutôt de ce qui relevait de la psychiatrie, des troubles psychiatriques, dépression, anxiété. J'avais aussi des cas de burn-out. Alors pour moi, ça relève pas tellement de la psychiatrie, même si c'est les psychiatres qui s'en occupent. Mais voilà, des cas de burn-out, des cas des enfants avec des troubles du spectre autistique, des troubles de l'attention, des TOC. Enfin voilà, j'ai vraiment vu de tout et ça m'a apporté énormément, ça m'a nourri énormément cette expérience.
Et puis au bout d'un moment, il y a quand même une réflexion qui est montée en moi. Je pense que c'est la période où j'ai appris le plus sur le cerveau en voyant vraiment sur l'électroencéphalogramme, hein, les ondes du cerveau, comment le cerveau de la personne fonctionne et comment la personne est, quelles sont ses croyances, quels sont ses comportements, ses symptômes, ce qu'elle vit. Là, j'ai vraiment énormément appris dans le concret, comment le cerveau fonctionne. Mais il y a une chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est que je voyais qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement avaient la même posture qu'avec les médicaments, c'est-à-dire je cherche un moyen magique de me guérir, mais moi je ne cherche pas à changer ma vie. Et c'est là où c'est le problème, parce que ces personnes-là qui venaient avec cet état d'esprit-là, bah souvent, soit ça fonctionnait pas, hein, les neurotechnologies que j'utilisais ben, ne fonctionnaient pas, soit ça fonctionnait mais sur une courte durée et puis le problème revenait. Donc finalement, un peu comme le médicament. Je prends un médicament, il n'y a plus mes symptômes, j'arrête le médicament, mes symptômes reviennent et je deviens dépendant du médicament. Dépendant pas au sens de l'addiction, mais dépendant au sens de bah, dès que j'arrête, en fait j'en ai besoin pour aller mieux, quelque part. Bah, avec les neurotechnologies, c'est pareil. Et puis aussi, on remarquait que parfois, on a beau faire ce qu'on voulait, comme rééducation, comme stimulation sur le cerveau, rien ne fonctionnait. Et en fait, ce qui était bloqué, c'était pas là-haut, c'était en bas, c'était le cerveau du ventre, parce qu'en fait, l'alimentation était tellement mauvaise, où il y avait beaucoup de consommation d'alcool, ou de certaines drogues, où il y avait un environnement parfois tellement aussi stressant, qu'il y avait un hyper-stress, que tant que la personne était dans cet environnement-là, le cerveau, lui, il n'allait pas changer parce qu'il a d'autres choses à s'occuper, notamment ce qui le stressait, en fait, hein, ce stress chronique. Ou voilà, comme il n'y a pas la bonne alimentation, il n'y a pas les bons nutriments qui permettent de nourrir le cerveau, et donc le cerveau va pas pouvoir se guérir. Ou il y a de la neuroinflammation pour certains cas de dépression ou même d'autres cas de troubles psychiatriques. En fait, c'est la neuroinflammation, donc ça c'est purement biologique, qui vient perturber ça. Et on sait qu'il y a un type d'alimentation, un type d'hygiène de vie, que ce soit au niveau du sommeil ou du stress, etc., qui va être pro-inflammatoire. Et donc, qui va entretenir l'inflammation du cerveau, etc. Donc, finalement, je me suis rendu compte dans ma réflexion que le cerveau, lui, c'est pas tellement il est malade ou pas, enfin, il peut, mais surtout, il se rend malade parce qu'il se change en fonction des signaux qu'il reçoit du corps. Est-ce que j'ai assez de nutriments? Est-ce qu'on m'envoie les bons nutriments? Est-ce qu'il y a de l'inflammation, etc. Enfin, plein de choses. Aussi des émotions. Les émotions sont dans le corps, donc quelles émotions il y a dans mon corps, etc. Où il se change, enfin, et il se change en fonction de notre environnement extérieur. Est-ce que je me sens, notamment la première question, ça va être est-ce que je me sens en sécurité ou pas dans mon environnement? Et en fonction de ça, il va se passer plein de choses dans notre cerveau. Ça, derrière, il y a ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse-là. Et donc, finalement, je me suis dit, bah, si on changeait, si les personnes apprenaient à changer ce qui se passe dans leur corps pour envoyer les bons signaux au niveau du cerveau, puisque petit rappel, 80% des messages entre le cerveau et notre corps montent de notre corps vers le cerveau et il n'y a que 20% des messages qui partent du cerveau pour aller vers le corps. Donc c'est beaucoup plus le corps qui guide notre cerveau, qui dirige notre cerveau que l'inverse en fait. Le cerveau, c'est un grand chef d'orchestre, certes, un organisateur, mais il s'organise en fonction de ce qu'on lui donne en bas, ce qu'on lui dit de par le bas. Voilà. Donc si on change ce qui se passe dans notre corps, si on change ce qui se passe dans notre environnement, est-ce que le cerveau se change tout seul? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui. Moi, j'ai déjà vu des cas de dépression où, a priori, tout va bien dans la vie de la personne. Elle me dit, bah, je sais pas, j'aime mon métier, j'ai des enfants, ça va bien avec mon mari. Pourtant, je suis vraiment en dépression, quoi. Impossible de savoir ce qu'il y a. Et finalement, on change l'alimentation, et puis c'était que de la neuroinflammation. Et au bout d'un mois, la personne, elle revit, quoi. Elle dit, mais c'est fou, j'ai de nouveau de la motivation, etc. Et là, il y avait que des blocages neurochimiques. Alors, c'est très rare, hein, ce type de dépression, mais ça peut arriver. Souvent, il y a quand même un mélange avec l'environnement, les émotions sont en dessus-dessous. Enfin, c'est très rare des émotions pures, des dépressions purement biologiques, mais ça peut arriver. Donc, il faut vérifier. Voilà. Pareil pour l'anxiété chronique, qu'est-ce qui fait que dans mon environnement, ou qu'est-ce qu'il y a eu, parfois c'est lié au passé dans mon environnement,
que mon système nerveux détecte des dangers, je me sens constamment en insécurité et j'entretiens cette insécurité. Pour le burn-out, pareil, quand il y a des séquelles cognitives, la mémoire, la concentration qui fonctionnent plus bien, bah là, en fait, va falloir redonner au cerveau ce dont il a besoin pour se guérir, pour vraiment récupérer du burn-out. Voilà. Donc les médicaments ou les technologies, va avoir leurs limites parce que ça va avoir un effet de béquille, une compensation qui peuvent être très utiles, hein. Tout à fait, hein. Ça peut être, parfois, ça m'est déjà arrivé de dire non, mais allez voir votre médecin et revoyez avec lui s'il faut un antidépresseur ou quelque chose. Voilà, enfin, je réoriente parce que parfois on est contre totalement le médicament ou contre les technologies, on veut que du naturel, mais parfois on est arrivé à un stade avancé de burn-out, de dépression ou d'une maladie où là, il y a quand même besoin de la béquille absolument pour pouvoir tenir et ensuite utiliser le naturel et les médecines complémentaires. Ok. Donc finalement, quand je suis arrivée à cette réflexion, je me suis rendu compte qu'aussi que travailler comme ça me correspondait beaucoup plus et c'est ce que j'avais envie d'apporter aux personnes et c'est là où j'ai créé Neuronaturel, où j'ai voulu finalement aider les personnes à retrouver une hygiène de vie, à retrouver les bons gestes, les bons réflexes, la bonne alimentation, le travail sur les émotions qui est très important pour finalement se libérer et envoyer les bons signaux au cerveau qui, lui, du coup, va se changer tout seul quand il reçoit les bons signaux. Voilà. C'est ça toute la logique de neuronaturel. Alors ensuite, pourquoi j'ai choisi le burn-out, la dépression, l'anxiété et pas, je sais pas, le trouble de l'attention ou d'autres choses, c'est tout simplement que ce sont des épreuves que moi-même j'ai vécues dans ma vie. Ça a été très difficile à traverser. Beaucoup plus les dépressions, j'en ai fait trois. Le burn-out, c'était quand même finalement après, sur le coup, c'est très difficile un burn-out, mais après coup, je me suis rendu compte que le pire, c'était les dépressions. Pour ma part, c'est mon vécu. Et finalement, c'est là où je me sens le plus légitime d'accompagner. Parce que quand une personne vient me voir avec une dépression, un burn-out ou de l'anxiété, parce que je suis aussi de base très anxieuse, enfin je l'ai été beaucoup et je me surveille, bah en fait, je vais les comprendre, les personnes qui viennent me voir. Parce que je sais ce qu'elles traversent, je sais ce qu'elles ont vécu. Je sais qu'il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Que ce qu'elles vivent en elles, c'est pas un manque de motivation, un manque de volonté ou je sais pas quoi. Non, c'est ce qu'elles vivent, c'est ce qu'elles traversent là, ici, maintenant. Et c'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur. Voilà. Donc maintenant que moi, je m'en suis sortie et qu'en plus j'ai les outils grâce à la biologie, à la neurobiologie, à la neurothérapie, à tout ce que j'ai appris. Je suis neurothérapeute depuis 7 ans au moment où je fais cette vidéo. Bah, j'ai les outils, mais j'ai aussi l'expérience, le vécu. Voilà. Donc je me sens totalement capable d'accompagner. Et c'est pour ça, voilà, que j'ai créé Neuronaturel et que je fais ce que je fais. Voilà, tout simplement. Donc vous avez maintenant, vous savez pourquoi j'ai ce parcours-là, pourquoi j'ai créé Neuronaturel. Si vous avez des questions sur mon parcours, sur quoi que ce soit, vous pouvez me les laisser en commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, j'aimerais terminer par ça. J'ai concrétisé ce parcours-là par la transmission, puisque là, actuellement, je suis aussi formatrice sur des formations sur le burn-out, où ma spécificité, ça va être juste sur le cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment d'un burn-out, avant, pendant, après, comment faire pour récupérer, etc. Donc, je forme les professionnels sur ces sujets-là. J'ai formé même il y a un moment à l'université de Strasbourg les neuropsychologues sur la neurothérapie basée sur les neurotechnologies. Donc ça, c'était ma spécialité de l'époque. Donc vraiment, il y a la boucle est bouclée et je continue à la boucler, hein, je reste là-dedans parce que j'adore ça à transmettre, alors que ce soit en aidant les personnes dans mes accompagnements ou ce soit en aidant d'autres professionnels à acquérir mon expérience, mon expertise, mes connaissances à travers mon métier de formatrice. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je pense que c'est important pour ceux qui regardent mes vidéos aussi bah, de mieux me connaître, de pourquoi il y a cette logique, pourquoi il y a le neuronaturel. Ça tombe pas du chapeau, c'est pas juste, ça vient pas comme ça. Il y a une logique derrière un parcours qui est le mien et que je vous propose. Et puis je vous dis bah, à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous.